champ accessible. Et là, notamment de l'association, c'est faire modérer le développement. Merci Cindy. Ah, ça marche. Non, il est allumé. Devant le micro. Allô. Bon, on va faire tourner, oui. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. On m'entend là? Non, c'est l'autre qui fonctionne pas. C'est une blague. En fait, il n'y a qu'un micro qui peut marcher en même temps, c'est ça? Bon. Merci régisseur. Ah ouais. Donc merci Cindy. Donc je vais vous présenter les candidats. Donc à ma gauche, Nelson Pallis-Nierman. Donc vous êtes professeur d'allemand, militant de gauche et vous êtes sur la liste Europe Écologie et Verts. À ma droite, en côté de Cindy, Charles-Henri Gallois. Donc vous êtes responsable national pour les questions économiques de l'UPR et vous êtes aussi sur la liste de l'UPR. Donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour ce débat qui va se dérouler autour de la question quels sont les avantages de rester dans l'Union européenne, quels sont les avantages d'en sortir. Et nous allons aborder 4 thèmes, l'écologie, l'économie, la défense européenne et la culture. Vous aurez tous les deux 5 minutes de temps de parole par thème. Et je vous demanderai de respecter ce temps de parole parce que nous devons rendre la salle avant midi et on est un peu ric-rac au niveau du temps. Donc, nous commencerons selon le tirage au sort par M. Pallis-Nierman. Donc, vous allez vous exprimer 5 minutes sur l'écologie. Ensuite, ce sera votre tour, M. Gallois. Et ensuite, vous vous exprimerez en premier sur l'économie et vous en deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Comme ça, c'est toujours pas la même personne qui commence. Donc, je vais vous passer la parole immédiatement, M. Pallis-Nierman, sur la question de l'écologie. Très bien, merci déjà pour l'invitation à ce débat. Alors, forcément, l'écologie, en Europe, nous parle, étant donné que notre nom, c'est Europe Écologie, donc forcément, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur. L'idée pour nous, c'est justement qu'on est dans un problème qui est quand même global, c'est-à-dire l'écologie, c'est quand même pas une question qu'on peut régler tout seul. Si vous, chez vous, vous réduisez et vous triez vos déchets, mais que tous vos voisins foutent le feu à leur poubelle, forcément, ça va beaucoup moins bien marcher, l'impact que vous aurez sur l'environnement. L'idée, justement, pour nous, c'est de créer au sein de l'Union européenne des instances qui vont permettre de se mettre d'accord ensemble sur la question de l'écologie. Alors, est-ce que, à l'heure actuelle, l'Union européenne fait suffisamment sur cette question? Non, je ne suis pas là pour vous dire qu'en Europe, tout est parfait, tout est beau, tout est magnifique et il faut juste se jeter des fleurs. Non, évidemment que non. L'idée, c'est justement que nous, avec la liste Europe Écologie, on veut créer des instances qui vont permettre de régler le problème. Déjà, la première sera justement d'avoir une organisation qui permettra, entre les différents ministres de l'Environnement de l'Union européenne, d'avoir une politique commune en termes d'environnement, c'est-à-dire comment régler les problèmes énergétiques, comment régler les problèmes de pollution, comment régler les problèmes de biodiversité, etc. etc. Je suis persuadé que c'est un problème que, certes, on peut commencer à traiter en France, voilà, c'est pour revenir sur ma métaphore, évidemment que vous devez quand même continuer à trier vos déchets, même si vos voisins font n'importe quoi. Néanmoins, le faire tout seul n'aura qu'un impact insuffisant et vous allez juste repousser le problème très légèrement. C'est un problème qu'il faut traiter de façon globale et si au niveau mondial, on n'arrive pas à le traiter, notamment parce que vous avez une réticence américaine, russe ou chinoise, il faut au moins que l'Union européenne montre l'exemple. Ensuite, justement, ce que nous avons proposé, c'est un plan de 100 milliards par an où justement nous voulons investir au sein de l'Union européenne dans la biodiversité, la politique agricole commune, la transition énergétique au niveau européen. Par exemple, vous avez à l'heure actuelle un problème qui est que la Grèce, en tant que pays, a 1,5 fois plus d'ensoleillement que l'Allemagne. Et vous avez quand même 50% de production énergétique à partir du solaire de moins entre la Grèce et l'Allemagne. C'est un problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement qu'on puisse investir dans chaque État sur les questions énergétiques avec une aide de l'Union européenne. Parce que, normalement, c'est comme dans un pays, vous avez des gens qui ont plus de moyens de faire des choses de leur côté, d'autres qui ont moins de moyens, et c'est là où justement l'État va intervenir pour essayer d'établir un peu d'égalité. Au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'on veut faire nous aussi, c'est-à-dire qu'on ait toute l'Union européenne qui soit sur une base d'égalité et puisse investir
comme bon lui semble, dans les énergies renouvelables et justement puisse se créer une indépendance énergétique. Parce que justement, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on dépend beaucoup d'énergie qui vient du Moyen-Orient ou de Russie. Outre le fait que ce ne sont pas forcément les régimes les plus démocratiques sur Terre, le problème est aussi que du coup, ça rajoute encore à la pollution, non seulement parce que ce sont des énergies fossiles qui sont rares et polluantes, mais aussi parce que du coup, il faut les transporter, ces énergies. Donc ça pose un problème. Aussi, ça pose un problème, dès que vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel pays, il va vous dire, eh ben, tant pis, moi je ne vous donne plus d'énergie. Et justement, nous, si on arrive à créer notre énergie par nous-mêmes, on va pouvoir se développer. Et ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, vous ayez juste des pays comme l'Allemagne qui, elle, a les moyens d'investir dans de nouvelles énergies et qui, du coup, peut se développer à ce niveau-là, et qu'à côté de ça, vous avez des pays qui ont plus de difficultés financières. Je vous parlais de la Grèce, mais vous avez aussi l'Italie, l'Espagne et plein d'autres pays qui, du coup, ne peuvent pas se permettre de se développer à ce niveau-là. Donc vraiment, la question sera de, comment dire, arriver à se mettre d'accord sur un problème commun. C'est un problème non seulement européen, mais c'est un problème humain, au final. Et il faut que l'Europe soit à l'avant sur cette question-là. Aussi, ce que ça va nous permettre, en termes d'écologie, c'est un développement des transports en commun. Voilà. Moi, je suis par exemple enseignant à Vesdise. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de gare à Vesdise. Je suis obligé d'aller en voiture en partant de Nancy, ce qui n'est pas normal. Parce que la France a décidé d'investir essentiellement dans les trains à grande vitesse et autres. Si vous avez derrière une Europe, justement, qui va intervenir avec des pays comme notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, qui eux sont beaucoup plus développés en termes de transport en commun et qui vient apporter des moyens financiers, que ce soit la France ou pas d'autres pays, on va pouvoir avoir des transports plus doux et on va pouvoir se développer plus facilement et avoir moins de pollution. Alors, je vais vous passer la parole, M. Grégoire. Alors, l'Union européenne, loin d'être la solution au problème de l'écologie, c'est au contraire complètement une institution qui est anti-écologique. Et je vais vous dire pourquoi, et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas avoir une vraie politique écologique dans le cadre de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne, c'est une institution, mais c'est aussi des traités. Et les traités de l'Union européenne, dans lesquels finalement se font tout le cadre de la politique nationale, se changent à l'unanimité. Donc c'est-à-dire que si vous voulez changer les traités et quelques exemples que je vais vous donner, il faudra l'unanimité des 28 États membres, c'est l'article 48 du TUE, et il est bien évident que, étant donné qu'il y a des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets, vous n'aurez jamais l'unanimité. D'ailleurs, vous n'aurez jamais l'unanimité pour obtenir des prêts de la BCE de 200 milliards, ça c'est croire aux Père Noël. Un exemple très concret, l'article 32 du TFUE, c'est celui qui explique qu'il faut augmenter sans cesse les échanges, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. Concrètement, c'est cet article-là qui impose le libre-échange total dans le monde. Et quand on parle d'écologie, on ne peut pas ne pas remettre en cause les traités de libre-échange, puisque c'est les traités de libre-échange qui font qu'au lieu de consommer ce qu'on produit localement, on va importer des produits qui viennent de 10 000 km, soit par des cargos, soit par avion. On ne peut pas avoir de politique écologique si on ne relocalise pas les emplois. Je rappelle qu'au niveau commercial, c'est un commissaire européen non élu qui négocie au nom des 28. Je vous rappelle que c'est l'Union européenne qui a autorisé le traité de libre-échange de CETA. On a beau dire, on va faire au niveau européen, il y a 5 pays seulement qui ont voté contre le CETA. 5 parlementaires qui ont voté contre le CETA, dont la France. Les 23 autres étaient pour. Je vous rappelle que l'Union européenne a autorisé le traité de libre-échange du Mercosur, traité de libre-échange du JEFTA avec le Japon, et que très récemment, l'Union européenne a rouvert les négociations pour le traité transatlantique. Il y a un seul pays qui a voté, la France. Donc c'est bien gentil de dire qu'on va faire. La réalité, c'est que du fait du libre-échange total et de la mondialisation, qui est promu par l'Union européenne, vous n'aurez pas de vraie politique écologique dans le cadre de l'Union européenne. C'est la même chose au niveau de l'agriculture. Vous avez entre autres l'article 39 du TFUE qui dit que la politique agricole doit être d'accroître tous les ans la productivité. Donc ça pousse à l'ultra-productivisme au niveau agricole et ça amène tous les modèles dont on ne veut pas, ça tue l'agriculture familiale, ça amène
la ferme des 1000 vaches, toute cette production ultra intensive et l'usage aussi massif, notamment des pesticides. On a parlé tout à l'heure, vous parliez très justement du problème des infrastructures et notamment du réseau ferré, sauf que c'est l'Union européenne qui impose la privatisation de tous les services publics, et notamment au niveau de la SNCF, et c'est pour ça que toutes les petites lignes de train ferment, c'est demandé par l'Union européenne, et on pourrait parler d'autres activités, les activités de réseau d'électricité. Vous savez que c'est l'Union européenne qui a mis en demeure la France pour privatiser nos barrages hydroélectriques. Donc encore une fois, l'Union européenne, au nom de la concurrence, casse les services publics et ne permet pas concrètement, tue tout ce qui permettrait de faire la transition énergétique et écologique en France. Je vous rappelle aussi que c'est l'Union européenne qui a autorisé la prolongation du glyphosate. C'est la même chose, il y avait 4 pays qui avaient voté contre cette prolongation, tous les autres ont voté pour. Je vous rappelle ça, c'était en 2017. Je vous rappelle qu'en 2013, c'est l'Union européenne qui a permis la réintroduction des farines animales, c'est ce qui avait amené à la vache folle. 3 pays seulement avaient voté contre, dont la France. Donc c'est bien gentil de dire que dans le cadre de l'Union européenne, on peut faire une politique écologique, c'est le contraire qui est vrai. J'entends bien que l'écologie est un problème d'ailleurs pas seulement européen, mais un problème mondial, mais cette histoire de périmètre européen qui serait obligatoire, c'est de la foutaise pour la simple et bonne raison. Je vais vous donner un exemple concret. La Suisse, selon tous les classements, c'est un pays qui compte 8,5 millions d'habitants, qui est 16 fois plus petit que la France. Dans tous les classements, c'est le premier ou le deuxième pays au niveau mondial pour la transition écologique et énergétique. En fait, dire ça et dire qu'on a besoin de l'Europe, c'est avant tout du renoncement, puisque si la France, par exemple, avait attendu 27 autres pays pour faire la Révolution française, je peux vous dire qu'on serait encore sous la royauté. Donc il faut arrêter au bout d'un moment, la vraie échelle où on peut le faire, c'est l'échelle nationale, et la France, en faisant ça, donnera l'exemple justement à tous les autres pays, alors que, comme je vous l'ai dit, les traités nous bloquent pour faire une politique écologique. Donc la France, indépendante, pourra faire une vraie politique écologique, et elle donnera l'exemple aux autres pays. Vous avez dépassé votre temps de parole, s'il vous plaît. En gros, pour résumer, entre l'écologie et l'Union européenne, il faut choisir. Alors, sur le thème de l'économie, c'est encore vous, Monsieur Gallois, qui commencez. Comme ça, c'est pas toujours la même personne qui commence. Alors, sur l'économie, je pourrais vous donner 1000 raisons qui nous imposent de sortir de l'Union européenne, là aussi, entre autres pour pouvoir récupérer notre politique monétaire et financer d'ailleurs la transition écologique, ce qui n'est pas possible au niveau européen. Mais je vais vous parler avant tout de démocratie tout en vous donnant des exemples économiques. Pourquoi? Parce que la démocratie, normalement, vous savez, démocratos, c'est le pouvoir du peuple. Or, vous pouvez le fantasmer, vous pouvez le rêver, le souhaiter, il n'y a pas de peuple européen. Donc la démocratie ne peut être qu'au niveau national, et tout transfert de souveraineté au niveau européen, c'est une perte de démocratie. Et on le voit tous les jours. Je ne vais pas vous apprendre que depuis 5 mois, nous avons la crise des gilets jaunes. Parce qu'ils ont beaucoup de barrages hydroélectriques. Ces dernières discussions Restez complètement à côté. Et quelles sont les grandes revendications économiques des gilets jaunes? C'est quoi? C'est le RIC en toute matière, rétablissement de l'ISF, augmentation du SMIC, TVA réduite à 0% sur les produits de première nécessité. Pourquoi Emmanuel Macron ne répond pas à cela? Et pourquoi nous ne sommes plus en démocratie quand on est dans le cadre de l'Union européenne? Parce que si on était une démocratie normale, c'est des demandes qui sont ultra majoritaires parmi le peuple français. Tous les sondages montrent que c'est de l'ordre de 70 à 90% des Français qui sont d'accord avec ces 4 mesures. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que le RIC en toute matière, à partir du moment où vous faites partie de l'Union européenne, qui a, je rappelle, les compétences exclusives dans tout ce qui est politique commerciale, politique de la pêche, compétences partagées dans tout ce qui est justement l'économie, l'écologie, c'est-à-dire qu'on ne décide pas seul. Et donc si vous avez un RIC, mais que vous restez en cadre de l'Union européenne, il y a tout un tas de sujets que vous n'aurez pas le droit de traiter, puisque c'est interdit par l'Union européenne, ce ne sont plus des compétences nationales. Ou de toute façon, vous pourrez lancer un RIC sur tel ou tel sujet, ça sera interdit dans le cadre des traités européens. Donc le RIC en toute matière est impossible dans le cadre de l'Union européenne, et pour avoir le RIC en toute matière, il faut faire le Brexit. L'augmentation du SMIC, c'est la même chose, vous savez que c'est l'article 121 du TFUE, il y a la Commission européenne qui chaque année publie les dites recommandations
pour chaque pays de monde de l'Union européenne, mais en réalité, ce sont des obligations, puisque vous pouvez avoir des amendes de l'ordre de 0,2% du PIB si vous ne les appliquez pas. Et comme par hasard, dans ces grandes orientations des politiques économiques, vous avez que le salaire minimum doit évoluer en lien avec la compétitivité. Ça, c'est le jargon bruxellois, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut geler le SMIC, voire le diminuer. C'est d'ailleurs pour ça que le SMIC est gelé depuis 2007, et si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à regarder le programme national de réforme français, où dans les annexes, il y a les réponses à ces recommandations de l'Union européenne, et il est bien marqué, la France s'engage à geler le SMIC. Geler le SMIC, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'augmente pas du tout, ça veut dire qu'il augmente au minimum légal, c'est-à-dire celui de l'inflation. Il n'y a pas de coup de pouce. Et d'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul coup de pouce depuis 2007, c'est en 2012, et ça correspondait à 8 € brut par mois. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas augmenter le SMIC dans le cadre de l'Union européenne de manière substantielle. Pour le rétablissement de l'ISF, c'est la même chose dans les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Sur l'année 2016-2017, il était dit, donc toujours dans le jargon bruxellois, mais ceux qui connaissent l'économie savent ce que ça veut dire, qu'il faut supprimer tous les impôts à rendement faible de l'Union. Tous les libéraux savent très bien que ça correspond à l'ISF. Et dans le programme national de réforme de la France de 2018, dans les annexes, il est indiqué que pour répondre aux recommandations de la Commission européenne, la France a supprimé l'ISF. Donc ça vient directement de notre engagement au sein de l'Union européenne. Et pour ce qui est de la TVA réduite sur les produits première nécessité, c'est encore plus clair. Vous avez une directive européenne qui date de novembre 2006 qui explique que le minimum pour la TVA dans tous les pays, c'est 5%. C'est d'ailleurs le taux de TVA réduit en France. Et donc dans ce cadre de cette directive, vous ne pouvez pas mettre une TVA à taux réduit à 0% sur les produits première nécessité. Et pour le changer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir l'unanimité des 28 États membres, et ça n'arrivera absolument jamais. Donc ces 4 mesures économiques concrètes qu'on pourrait mettre en place si on était en démocratie, c'est-à-dire hors de l'Union européenne, on ne peut pas le faire puisqu'on est dans l'Union européenne. Donc encore une fois, il faut se libérer de l'Union européenne et de l'euro si vous voulez réellement une politique économique différente. D'ailleurs, les Français commencent à s'en rendre compte, qui votent à gauche ou qui votent à droite, ils ont exactement la même politique économique qui est celle décidée au sein de l'Union européenne. À partir du moment où vous avez l'Union européenne et que vous avez l'euro, toute la politique économique et sociale est décidée par l'Union européenne. Alors oui, vous pouvez dire, nous on fera autrement, on fera autre chose. C'est ce qu'avait dit Tsipras, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Salvini. Vous avez vu que Salvini a été menacé d'ailleurs de 0,2% sur le PIB et qu'il a fait, il s'est engagé à faire 18 milliards de privatisation. C'est exactement ce que feraient tous les partis qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Alors, je vais passer la parole à M. Palestnierman. Vous aurez 10 secondes de plus. Alors déjà, juste pour revenir rapidement sur l'écologie, au final, vous déroulez presque notre programme en disant que tout ça, c'est pas faisable. Quels sont les députés européens qui se sont opposés justement au glyphosate? Ce sont les écologistes. Quels sont les députés européens qui se sont opposés au fait d'avoir justement un gel du SMIC, d'avoir des conditions sociales qui soient les mêmes par rapport aux pays qui a les plus petites conditions sociales? Ce sont les écologistes. Qui s'est opposé au TAFTA, au CETA? Ce sont les écologistes. Donc ne venez pas dire que ce n'est pas possible de faire des choses au sein de l'Union européenne. C'est comme si demain je me mettais à dire, étant donné que Macron est président, on ne peut plus rien faire en France, donc autant quitter la France. Non! Je ne vais pas juste quitter une institution parce qu'elle ne marche pas exactement comme je voudrais. Moi non plus, je ne suis pas, par exemple, content de la politique d'Emmanuel Macron. C'est pas pour ça que je vais dire, bon, ben, on arrête la France, vive la Lorraine indépendante. Non. L'objectif, c'est justement d'essayer de gagner des batailles politiques. L'Union européenne, ce n'est pas juste une institution qui plane au-dessus de nous, qui est une main invisible, où les gens sortent de nulle part, sortent d'une pochette surprise. Non. Les gens qui sont au sein de l'Union européenne sont soit élus par le peuple, soit nommés par les gouvernements de l'Union européenne. Ces gouvernements, justement, eux aussi, sont élus par le peuple. Est-ce que ça marche parfaitement? Non. Je ne suis pas là pour vous dire que, économiquement, écologiquement, tout marche parfaitement au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas vrai. L'objectif, justement, pour nous, c'est de réformer en profondeur l'Union européenne afin de pouvoir avoir une politique économique qui va vers le haut. Si justement, plutôt que de mettre en avant que vous pouvez dire, eh bien, on va tous se mettre sur la base du SMIC roumain, pourquoi ne pas faire l'inverse?
Pourquoi, par exemple, ne pas calculer le SMIC par rapport au salaire médian et obliger tous les pays de l'Union européenne d'avoir un SMIC qui soit à tant de pourcentage du salaire médian? Ceci est faisable. À chaque fois que vous dites justement que la France a appliqué les directives de l'Union européenne, mais la France est la deuxième économie de l'Union européenne, la France n'a pas à se laisser dicter quoi que ce soit. Et surtout, au final, la France se laisse faire parce qu'elle a envie d'appliquer cette politique économique. Il ne faut pas faire croire que cette politique, elle sort de nulle part, que c'est la faute à Bruxelles, que c'est la faute à Merkel, quoi que ce soit. Non. Au final, si on a une politique sociale qui est en train de tout casser, c'est la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ce n'est pas la faute d'un mystérieux Bruxelles qui pendrait au-dessus de nous. Justement, le cœur de l'Union européenne, c'est d'arriver à se mettre d'accord et de se tirer tous vers le haut. Non, pardon. Alors, je vous laisse parler, donc ce serait bien de me laisser parler aussi, du coup. Alors, justement, l'idée, ça va être, pour nous, d'arriver à se mettre d'accord et de faire que nous tirions tous vers le haut, plutôt que de tirer vers le bas. Justement, ce que nous, on a mis en avant lorsqu'il y a eu les négociations pour le TAFTA et le CETA, c'était que les conditions économiques qui devaient être imposées entre l'Union européenne et les États-Unis, ou le Canada, ou justement pour le GEFTA, le Japon, c'était qu'on allait vers le moins bon résultat. C'est-à-dire que plutôt que de dire, eh bien, on va voir quelles sont les meilleures conditions sociales, ou les meilleures conditions sanitaires, ou les meilleures conditions écologique, on a dit, ben on va prendre dans les deux cas celui qui a la pire condition et on va la mettre d'accord avec l'autre. Et ce n'est justement que en se battant au sein de l'institution que vous allez pouvoir faire quelque chose. Je suis désolé, mais je vais revenir là-dessus. C'est pas par exemple parce que j'aime pas la politique du maire de Nancy que je vais déclarer que mon appartement est une institution libre et indépendante. Non, je suis obligé malheureusement de me faire aux décisions du maire de Nancy, même si je suis pas d'accord avec lui. Mais c'est justement le principe de la démocratie, c'est que parfois vous gagnez et parfois vous perdez. Et justement, ce que les écologistes ont réussi à prouver au sein du Parlement européen, c'est que même avec un groupe qui est loin d'être majoritaire, on a réussi soit à bloquer des projets, comme justement le TAFTA, comme justement, plutôt qu'on a réussi justement à protéger par exemple les lanceurs d'alerte. On a justement un lanceur d'alerte qui vient de Nancy, qui est Antoine Deltour, qui justement avait révélé les LuxLeaks, tous les problèmes justement de paradis fiscaux que vous aviez au Luxembourg, d'entreprises qui prétendaient être au Luxembourg alors qu'elles n'y étaient pas. Tout ça, ça ne peut fonctionner que si vous mettez d'accord avec d'autres pays. Qui au final a financé la campagne d'indépendance pour le Brexit? Ceux qui étaient pour le Brexit, ce sont justement ceux qui veulent faire du Royaume-Uni un paradis fiscal et qui vont essayer de faire exactement la même chose si demain la France quitte l'Union européenne. Donc justement, vous aurez des grandes entreprises qui vont être très très contentes de quitter l'Union européenne parce que du coup ils vont dire bah, super, en France je vais payer moins d'impôts parce que de toute façon ils vont tout faire pour que je reste ici. Alors que justement, si vous vous mettez d'accord avec le Luxembourg et avec le Royaume-Uni en leur disant qu'il faut qu'on ait des impôts qui soient les mêmes entre les pays, eh bien, vous allez pouvoir avoir une politique économique plus indépendante et plus forte. Merci, monsieur Palestinian. Donc maintenant, on va passer au thème de la défense européenne et c'est vous qui allez prendre la parole en premier. À la base, le projet européen, il a surtout été créé justement parce que on sortait de deux guerres mondiales complètement dévastatrices. Je suis assez bien placé pour le savoir, j'ai une mère allemande et un père français, et clairement, moi personnellement, sans Europe, je n'existe pas. Alors, ça vous arrangerait peut-être. Mais voilà, le fait est que je suis un pur produit de la construction européenne. La question de la défense européenne, ça dépend ce qu'on veut y mettre. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va être nickel, une grande armée européenne, ça va être parfait, ça va être le meilleur projet qu'on ait jamais vu. Non. L'idée justement, ça va être dans un premier temps de renforcer les coopérations que vous pouvez avoir au niveau européen en matière de défense. Déjà, on a vu que vous avez justement une armée commune, en tout cas au moins un bataillon commun, entre la France et l'Allemagne. Le fait de lier intrinsèquement les défenses européennes des différents pays permet justement d'empêcher d'avoir des conflits armés. On a réussi par exemple à avoir une entente entre l'Irlande et le Royaume-Uni sur la question de l'Irlande du Nord, notamment grâce à l'Union européenne. Parce qu'au final, il y a eu un travail de coopération qui ne se serait pas fait si les deux n'avaient pas été obligés de s'entendre. Vous avez exactement justement la même chose entre d'autres pays. C'est pour ça que nous avons comme projet de faire avancer les questions de défense.
Mais l'objectif pour nous, ce ne sera pas de créer une super armée qui fait comme la France à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui intervient un peu partout dans le monde pour faire le gendarme et surtout pour prétendre que ces anciennes colonies, c'est là qu'elle a le droit de décider ce qui se passe. Non. L'objectif justement d'une défense pareille, ce sera justement de défendre l'Union européenne et de défendre ses membres justement qui peuvent être proches de pays qui vont rechercher un conflit. Par exemple, la question de Chypre n'est toujours pas résolue, c'est un problème sur lequel l'Union européenne peut se mettre d'accord, mais justement, renforcer la défense européenne, c'est aussi renforcer, empêcher plutôt des dérives que vous avez à l'heure actuelle. Quand, en pleine crise économique grecque, vous avez l'Allemagne qui va vendre des tanks à la Grèce, parce que justement, parce que la Grèce veut se défendre face à la Turquie, il vaut mieux justement avoir une politique de défense commune, où du coup la Grèce peut faire des économies, et que l'Allemagne dit à la Grèce, si jamais la Turquie essaye d'entrer dans le territoire de la Grèce, eh bien, les 27 autres pays, ou 26, arriveront pour défendre justement le territoire grec. Donc ce sera non seulement une politique de coopération qui va permettre d'assurer la paix sur un continent qui pendant des siècles et des siècles n'a rien connu d'autre que la guerre, et quand même ici en Lorraine, on est une des régions les plus concernées par ce conflit, mais aussi, justement, ça va nous permettre de faire des économies. À l'heure actuelle, la France balance de l'argent par la fenêtre avec sa politique nucléaire, justement en gardant l'arme atomique. Alors qu'on a juste de l'autre côté de la Manche un pays qui a exactement la même arme. Et a priori, et j'ose l'espérer, que de notre vivant, on ne reverra pas un conflit entre la France et le Royaume-Uni quand même. L'objectif, ça va être justement de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de bataillons, une aussi grande armée dans chaque pays? Est-ce qu'on ne serait pas justement mieux loti à arriver à ce que chaque pays de l'Union européenne arrive à se mettre d'accord sur la question de la défense et qu'on ait une armée plus groupée? Et justement, la question du veto, pour une fois, je trouve qu'elle n'est pas si mal. En général, je suis plutôt opposé justement à ce droit de veto parce que du coup, vous avez sur des questions sociales des pays qui vont venir et qui vont dire non, moi ça m'arrange justement que les conditions sociales ne soient pas bonnes, donc je pose mon veto. Par contre, vous pouvez la garder sur les questions de défense parce que l'argument qui est souvent mis en avant sur la question de la défense européenne pour s'y opposer, c'est de dire ah ben dans ce cas-là, on serait allé en Irak. Non, si vous avez un droit de veto, vous avez la France et l'Allemagne qui disent non, on ne va pas. Un point, c'est tout. Et vous n'avez pas justement de soldats européens qui vont se faire tuer dans une guerre absolument inutile, qui est justement pour une question énergétique. Et justement, c'est là qui est le cœur du projet européen, parce que ce conflit, il est né sur des bases énergétiques. Si au niveau européen, vous arrivez à vous mettre d'accord sur les questions énergétiques, vous pouvez justement éviter des conflits comme ceux que vous avez au Moyen-Orient, comme ceux que vous avez du coup entre l'Ukraine et la Russie. L'objectif, justement, ce sera de créer un périmètre dans lequel vous avez non seulement la paix, mais où justement l'Union européenne n'interviendra que si tout le monde arrive à se mettre d'accord sur une intervention, comme par exemple une question de maintien de paix. Merci. Alors je vais passer la parole à Monsieur Gallois. Respectez le temps de parole, s'il vous plaît. D'accord. Non, je pense qu'on est dans une négation des réalités. Le SMIC européen, ça n'arrivera jamais parce que les pays de l'Est vivent de la main-d'œuvre à bas coût de marché. Enfin, je pourrais prendre tous les exemples. Il faut l'unanimité à chaque fois pour le changer, comme vous l'avez dit, donc ça n'arrivera absolument jamais. Et on va revenir aussi sur ce mythe de l'Union européenne qui apporterait la paix. S'il y a la paix en Europe, c'est lié à des facteurs géopolitiques qui n'ont rien à voir avec la directive sur le beurre de cacahuète. C'est parce que de part et d'autre, au moment de la guerre froide, de part et d'autre, il y avait d'un côté les États-Unis, puis après la France et le Royaume-Uni qui avaient l'arme nucléaire, et c'est la même chose pour la Russie. Vous n'avez plus aucune guerre entre pays développés, qu'ils soient européens ou non, grâce à la dissuasion nucléaire, et ça n'a absolument rien à voir avec cette institution supranationale qui est l'Union européenne et qui est imitée nulle part ailleurs dans le monde. Cela étant posé, faut déjà vous y faire. Le Royaume-Uni ne sera bientôt plus dans l'Union européenne, donc le seul pays européen, de l'Union européenne qui aura l'armement nucléaire, ce sera la France. Et pour nous, on est évidemment contre une Europe de la défense, puisque une Europe de la défense, et c'est encore dans le cadre des traités européens, donc bon courage pour les changer radicalement, et surtout bon courage quand il s'agit de dire qu'on pourrait désobéir au traité, parce qu'il n'y a aucun exemple concret. Au contraire, tous ceux qui avaient dit qu'ils le feraient sont à chaque fois couchés, et c'est ce que vous feriez comme tous les partis qui ne proposent pas de sortir de l'Union européenne.
Nous, on est contre l'Europe de la défense puisque l'Europe de la défense est soumise à l'OTAN dans le cadre de l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Donc une Europe de la défense ne serait pas une Europe de la défense, ce serait une Europe sous commandement américain. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Encore une fois, une unanimité, tous les pays de l'Est, ce qu'ils veulent pas le parapluie militaire français ou européen, ils veulent le parapluie militaire américain. C'est comme ça. Vous pouvez peut-être avoir un parti ultra minoritaire qui vous dira le contraire dans ces pays-là, mais il se trouve que vous pouvez les nier, il y a des intérêts nationaux. C'est pas parce que vous luttez contre telle ou telle chose, il y a des grands intérêts nationaux, et les pays ont des intérêts différents. Par exemple, dans le domaine agricole, vous n'allez pas avoir les mêmes intérêts, que ce soit la gauche, la droite au pouvoir, entre, par exemple, le groupe de la France et l'Espagne, ou justement le Royaume-Uni, ou certains pays de l'Est qui n'ont quasiment pas de production agricole, où eux, ils sont intéressés pour importer du reste de l'Europe à bas coût. Donc vous avez des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets. Vous pouvez les nier, ils existent. Et c'est très dangereux, une défense européenne. Déjà, pour la France, d'un point de vue d'intérêt national, c'est une arnaque sans nom, puisque la France est le Royaume-Uni sortant, le seul pays à avoir une armée digne de ce nom. Et ce serait finalement mettre tous les moyens militaires français en commun des autres pour défendre une politique sur la politique étrangère des États-Unis. Donc à l'UPR, on est très cohérent là-dessus, puisqu'on va à la fois se libérer de l'Union européenne et de l'euro, et aussi de l'OTAN, puisque l'OTAN n'est pas du tout une organisation de défense qui viserait à protéger ses membres. Non, il n'y a pas eu d'attaque, ça ne vous a pas échappé qu'il y avait eu d'attaque militaire sur le sol des pays qui font partie de l'OTAN, mais au contraire, l'OTAN est une force belliciste. D'ailleurs, on l'a vu, il faudra avoir peur, il faut se protéger des Chinois, des Turcs, etc. Nous, on s'entend bien avec tous les pays du monde. On ne fait pas le tri entre les pays qui seraient européens, pas européens, il faudrait se défendre d'eux, les grands méchants. On n'est pas là-dedans, il faut coopérer avec tous les pays du monde, qu'ils soient européens ou non. Et l'OTAN donne d'ailleurs une image déplorable à la France sur le plan international. On a vu, je vais vous refaire, des guerres en Irak, en Libye, en Syrie, où pour le coup les pays européens étaient alignés, et donc ils y seraient allés. Donc tout ça donne une image catastrophique pour la France au niveau international, et une France qui n'est plus crédible dans le cadre de l'Union européenne, puisque la France est complètement alignée dans tout cela, et sa voix ne compte plus. On sait très bien que la France va s'aligner sur les intérêts allemands et américains, et donc pour les vues de Chine, du Brésil, de Russie, effectivement, on ne va plus aller voir la France, puisque on sait que sa voix ne compte pas. On est aligné sur les autres, et nous, ce qu'on veut, on veut une France qui soit indépendante, qui œuvre pour la paix du monde, la non-ingérence, c'est quand même une base du droit international, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la France sera aux côtés justement des pays qui sont à l'heure actuelle opprimés, bombardés par justement les États-Unis et un certain nombre de pays de l'Union européenne. Donc une France indépendante, c'est une France à nouveau désirable et écoutée dans le monde. Merci Monsieur Gallois. Nous allons passer au thème suivant, donc la culture. Donc c'est à nouveau vous qui allez prendre la parole durant 5 minutes. Pour ce qui est de la culture, je ne peux pas ne pas parler de ce qui s'est passé, vous savez, l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame de Paris, puisque le patrimoine fait partie des précarés du ministère de la Culture. C'est un gros problème en France, puisque justement la culture manque de moyens. Vous savez que tous les spécialistes avaient d'ailleurs dit que la rénovation à l'église la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais on pourrait prendre plein d'églises partout en France et même évidemment en Lorraine, qui tombent en ruine parce qu'on n'a pas assez de budget pour le patrimoine et pour la culture. Et encore une fois, je vais y revenir, ça s'inscrit dans le cadre austéritaire de l'Union européenne et de l'euro. D'ailleurs, je pense que mon voisin sera d'accord avec ce cadre austéritaire, mais la seule différence, c'est qu'on explique nous qu'on peut malheureusement pas le changer. Tant qu'on a l'euro, il faut appliquer justement les grandes orientations que demande la Commission européenne. Et dans ces grandes orientations, il y a quoi? Il y a que chaque année, la France, en gros, doit diminuer ses dépenses publiques et l'État doit diminuer son cadre d'intervention, d'où d'ailleurs les privatisations massives. On pourrait parler d'ADP, même si ce n'est pas le sujet français des jeux. Donc, l'enjeu de la culture, pour nous, le politique ne doit pas interférer dans la culture. C'est un domaine qui est indépendant. Il ne doit pas, je veux dire, prendre position. C'est pas aux politiques de dire ce qui est de bon goût, ce qui est de mauvais goût. L'État doit aider la culture et allouer un budget suffisant pour la culture et aussi pour le patrimoine,
pour aider à préserver ce trésor qu'est la France. Vous savez que la France, c'est le premier pays le plus visité dans le monde. C'est près de 80 millions de personnes qui viennent chaque année en France. Entre autres, évidemment, il y a la gastronomie, c'est pas ici non plus que je vais l'apprendre, évidemment, il y a tout le charme de la France, ses paysages, mais il y a aussi tout son patrimoine et toute l'histoire de France. Et si nous n'avons pas justement un budget correct, je crois que le budget de la rénovation du patrimoine en France, c'est 200 millions d'euros, c'est absolument minable, c'est rien. Pour Notre-Dame, il y a eu en quelques jours 1 milliard d'euros qui ont été récoltés. Et tant qu'on sera dans ce carcan qui nous empêche justement, qui nous donne une politique austéritaire, on ne pourra pas aider convenablement la culture. Le gros budget de la culture, c'est des aides notamment pour l'audiovisuel, le budget France Télévisions et autres. Et le patrimoine est complètement délaissé, alors que c'est un trésor pour la France. C'est aussi un investissement qui est rentable, puisque c'est de l'emploi. Quand pour rénover du patrimoine, c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Vous faites de l'emploi sur place. Et donc c'est tout bénéfice pour la France, et il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un investissement, puisque un patrimoine qui est entretenu, ça va entretenir le tourisme en France, et comme je vous l'ai dit, c'est 10% du PIB en France, le tourisme, c'est le numéro 1 mondial. Donc pour faire une vraie politique culturelle, là aussi, ça va impliquer de se libérer de l'Union européenne et de l'euro, et ça va nous permettre de mettre les moyens là où on en a besoin et d'éviter les catastrophes comme ce que nous avons eu pour l'incendie de Notre-Dame. Merci. Merci Monsieur Gallois. Je passe la parole à Monsieur Palestien. Merci. Alors, je trouve ça un petit peu osé de dire que la catastrophe de Notre-Dame, c'est à cause de l'Union européenne, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais dit, c'est parce qu'il y a eu un accident et qu'il y a du coup eu un incendie. C'est pas ce qui a été dit. S'il vous plaît. Je suis désolé. S'il vous plaît. On peut intervenir, non? Il y a des aberrations. Donc, non, je pense que ce soit les gens qui trouvent que ce que je dis c'est bien et ceux qui trouvent que je dis c'est pas bien, on discutera avec vous après, il n'y a aucun problème. Je suis venu pour débattre, justement je savais très bien qu'on n'allait pas du tout être d'accord sur quoi que ce soit, mais justement je pense que c'est justement l'esprit de la démocratie de s'exprimer sur tout, même si on est sur des opinions opposées. C'est pas pour ça que je pense que la personne qui est à ma droite est une personne mauvaise, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. Sur la culture, justement, la plupart des projets qu'on a à l'heure actuelle de rénovation et de travaux sur le patrimoine sont financés en part par l'Union européenne. Je suis d'accord qu'à l'heure actuelle, le financement n'est pas suffisant. Mais encore une fois, vous développez un problème qui est un problème politique en disant que c'est la faute d'une institution. Si justement, au niveau français, on a pu découvrir que d'un coup, il y avait de l'argent, en fait, qu'il y a plein de gens qui ont fourni énormément d'argent pour financer Notre-Dame, c'est parce qu'en fait, l'argent, il était là. C'est que l'argent, on aurait pu justement avoir des politiques en cohérence pour aller les chercher. Et justement, l'idée, c'est aussi de dire au sein de l'Union européenne, tel ou tel pays, vous êtes bien gentil, mais par exemple, quand je vois que le Luxembourg, qui est un des pays où par habitant, les gens ont le plus de moyens, et qu'au final, c'est un pays qui reçoit plus d'argent de l'Union européenne que ce qu'il n'en dépense, c'est pas normal. Mais l'idée, c'est pas que c'est la faute de l'Union européenne, c'est la faute de la politique mise en place au sein de l'Union européenne. C'est exactement le même problème qu'on a en France. Si Macron supprime l'ISF qui permet derrière, justement, à tous les riches chefs d'entreprise de pouvoir dire du coup, on va balancer plusieurs millions et on va être très très gentil et on va refuser notre avantage sur les impôts, c'est parce que Emmanuel Macron a décidé que ce serait comme ça. Et c'est justement l'idée que nous devons avoir au niveau européen. Si vous êtes déçus parce qu'au final, vous vous rendez compte que les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, avec les libéraux, se mettent d'accord sur tout et sur une politique destructrice pour l'Union européenne, ne votez pas pour les sociodémocrates, les libéraux ou les chrétiens-démocrates. Donc ne votez pas pour le PS, ne votez pas pour En Marche ou ne votez pas pour les Républicains. À côté de ça, vous avez plein d'autres options, justement, de partis qui, eux, sont prêts à s'engager au sein de l'Union européenne pour faire avancer les choses, pour que socialement ça marche mieux, pour que culturellement ça marche mieux, pour qu'au niveau environnemental ça marche mieux. Moi, justement, j'ai grandi avec la possibilité d'aller faire des voyages où j'avais des correspondants en Espagne, où j'avais des correspondants en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Et justement, c'est parce que l'Union européenne a permis de favoriser ce type de projet
que j'ai pu rencontrer du pays de ces gens-là aussi facilement. Justement, moi j'ai grandi dans les Landes, donc j'étais à 2 pas de la frontière espagnole. Le fait que je pouvais juste marcher entre la France et l'Espagne, pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel. Le fait qu'à l'heure actuelle vous ayez un tram qui va de Strasbourg à Kiel, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi pour moi. Le fait que vous n'ayez pas de frontière. Je suis désolé, on est dans une région, vous avez l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique qui est juste à côté. Ce serait quand même bête de remettre des frontières entre ces pays. Ce serait un énorme gâchis. Je suis d'accord que l'Union européenne est extrêmement loin d'être parfaite. Mais c'est pas pour ça que je vais abandonner le projet. La France est extrêmement loin d'être parfaite aussi. Mais c'est pas pour ça que demain je vais dire je suis plus français parce que c'est pas parfait la France. Non, j'ai envie de rester français et j'ai envie de rester européen. J'ai envie de construire quelque chose. J'ai envie justement qu'au niveau européen, on ait un financement plus important pour des projets culturels, pour que justement les peuples européens puissent se rencontrer. Parce que moi, au final, les exemples que je viens de vous donner, c'est des exemples très occidentaux. Moi, c'est avec plaisir que quand j'étais au collège, j'aurais rencontré des Polonais, des Roumains, des Bulgares, des Grecs. Non, j'ai été justement limité par une politique qui a justement plutôt mis en avant les pays de l'Ouest. Moi, ce que je préférais, ce serait une politique commune sur toute l'Union européenne, où on se met tous d'accord et on met justement tous en avant le fait de se rencontrer et de discuter. À chaque fois, par exemple, ce qui est mis en avant, quand les gens veulent remettre le service militaire en France, c'est les gens de différentes classes sociales vont se rencontrer. Déjà, vous pouvez faire ça avec un service civil aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais justement, pourquoi est-ce que cette idée-là, on la met en avant quand il s'agit de la France, mais on ne la met pas en avant quand il s'agit de l'Europe? Moi, c'est avec grand plaisir que je rencontrerai des gens de plein d'horizons différents, que ce soit par les origines ou par le niveau social, de différents niveaux de l'Union européenne. Donc justement, pour moi, l'Europe, c'est justement un projet culturel qu'il s'agit de mettre en avant, et l'idée, c'est pas de tout casser et de tout abandonner, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas parfaitement. Merci beaucoup de débatteurs. Donc nous arrivons à la fin de cette partie sur les thèmes. Merci d'avoir respecté le temps de parole. Du coup, on a un peu de temps, donc on a décidé de permettre une question du public par personne, enfin par candidat, pardon. Et chaque candidat aura 2 minutes 30 pour répondre. Donc on va commencer comme d'habitude par monsieur l'écologiste. Donc qui a une question pour monsieur Palis Nirman? Monsieur, vous avez eu la main en premier. Oui, je veux revenir sur ce que vous avez dit, un parent allemand, un parent français. Bon, on a en France des gens qui sont d'un parent vietnamien et d'un parent français, et le Vietnam ne fait pas partie de l'Union européenne. Et ça ne les empêche pas d'être franco-vietnamiens. Donc ça, c'est le petit 1. Après, moi, à titre personnel, en 1989, avant la chute du mur de Berlin, j'étais allé faire un voyage en Pologne. Et malgré le fait que ça soit encore dans la zone Est, il était quand même possible d'y aller et de rencontrer des jeunes. Cependant, je n'ai pas rencontré des jeunes de toutes les classes sociales, j'ai rencontré des jeunes de ma classe sociale. Et donc, c'est pas forcément l'Union européenne qui nous autorise plus que ce qu'on peut faire par ailleurs. D'ailleurs, je vous rappellerai que l'Erasmus, il y a aussi la Turquie, la Suisse, la Norvège et l'Islande qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, bon, c'est. Alors après, au niveau écologique, la question, c'est on a un problème. Alors moi, je suis des Vosges. On a un problème à l'heure actuelle avec les CO2. Et l'État qui, pendant des années, a contretenu la directive européenne, justement, de 2060 CE, la directive sur l'eau, qui n'a pas fait en sorte de restaurer les nappes phréatiques, et au contraire, qui a continué à autoriser les prélèvements. Et peut-être qu'en tant que député européen, vous allez pouvoir saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire condamner la France, pour qu'elle soit enfin condamnée et obligée de suspendre ses autorisations comme Nestlé. Mais pour le reste, pour tout ce que vous avez défendu, c'est-à-dire, je ne lis pas les combats des députés Europe Écologie, j'ai bien suivi Michel Degazy dans le combat contre le glyphosate, mais au final, on l'a quand même. Donc la
question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire au niveau européen, au niveau écologique. Alors, je vais essayer de répondre en si je dis que je suis un produit de l'Union européenne, c'est justement parce que mes parents se sont rencontrés dans un échange sportif financé par l'Union européenne. Donc oui, je suis un produit de l'Union européenne. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, des enfants de différentes origines, et au contraire, c'est quelque chose que je connais très bien, en dehors de l'Union européenne, mais voilà, le fait est que moi, je suis un produit de cette institution. Ensuite, oui, les échanges dans des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne sont possibles. J'ai pas dit que c'était impossible. Je dis justement que l'Union européenne vient à favoriser et vient justement aider les établissements scolaires à les financer. Je vois par exemple, j'ai travaillé dans un collège à Vesporny, qui justement a pu, grâce à des financements de l'Union européenne, aller faire un échange en Allemagne, alors que c'est un collège qui dispose d'extrêmement peu de moyens. Extrêmement peu de moyens, où c'est justement la faute du département et de l'État, et pas de l'Union européenne. Sur la question de l'écologie. Justement, ce que vous mettez en avant, c'est que l'Union européenne a quelque chose en place sur laquelle la France n'a pas voulu, appliquer. Et c'est justement ça le cœur du problème. Au final, ce n'est pas l'Europe qui est le problème, c'est ce que les États font des directives européennes. Il y a des moments, et justement, le fait de dire par exemple que la privatisation de la SNCF, c'est à cause de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que du coup la France n'a pas fait exactement la conformité pratique et a dit je ne le fais pas? C'est ça justement le problème, c'est que d'un côté on va vous dire vous avez des pays qui posent des vétos, on ne peut rien faire, et d'un côté vous dites du coup les pays ne vont pas respecter ce qu'on leur demande de faire. C'est soit l'un soit l'autre au final. C'est soit justement ils vont suivre les directives européennes et appliquer ce qu'on leur demande, soit ils ne vont pas les suivre. Donc c'est aussi une question du gouvernement que vous avez en place dans le pays en question. Si demain vous avez toujours Emmanuel Macron comme président de la République, même s'il y a mis 3 pots de peinture à sa liste européenne, c'est pas pour ça que ça devient un écolo, et c'est exactement la même chose sur les autres questions. Donc nous, en tant qu'écologistes, on a réussi à s'imposer sur les dossiers parce que justement on fait le travail de tout le temps aller voir les députés aussi d'autres partis qui parfois on sent qu'on peut arriver à les convaincre. Mais le meilleur moyen, si vous voulez, un changement d'écologie au sein du Parlement européen, c'est d'avoir le plus possible de députés écologistes. Alors une question pour M. Gallois. Le premier qui l'a parlé. Bonjour. J'aimerais que M. Gallois réponde à l'argument que M. de ELV a cité quand il a dit que demander le Frexit, ce serait la même chose que de demander l'indépendance de la Lorraine, ou bien que si on n'est pas d'accord avec le maire de Nancy, on dit que mon appartement il est indépendant de Nancy ou quelque chose comme ça. J'aimerais que vous développiez ça et que c'est pas du tout la même chose. Non, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. J'ai parlé de peuples européens qui n'existaient pas. Qu'on le veuille ou non, il y a des grands consensus français nationaux qui vont au-delà du clivage gauche-droite. Par exemple, on peut parler des services publics. Moi, je voyage pas mal à travers la France, j'ai jamais entendu un Français qui m'a dit ma priorité, selon ce que je rêve, c'est la privatisation de la SNCF ou de la Poste. Ça n'existe pas. Le peuple français est un peuple, ça c'est Emmanuel Todd qui dit au niveau anthropologique, qui est un peuple égalitaire. Donc ça, c'est les grands consensus. C'est ce qui fait les services publics, c'est ce qui fait la notion de justice sociale qu'il y a en France. Vous pouvez le déplorer, ce sont des notions qui n'existent pas dans plein d'autres pays de l'Union européenne qui sont beaucoup plus libéraux par nature, d'ailleurs qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. Et c'est ça le grand problème. Quand j'entends qu'on me dit non, mais c'est une question de qui est à la tête du gouvernement, ça n'a absolument rien à voir. Les directives, vous pouvez les sauter pendant 1 ou 2 ans, mais vous êtes in fine obligé de les appliquer. C'est ce qui est arrivé sur les barrages hydroélectriques. C'est depuis 2016 qu'on est mis en demeure, mais on finit par être obligé de le faire parce que sinon, vous prenez des amendes que vous êtes obligé de payer, ou à moins que on dise que la politique, ça consiste à violer les lois. Mais la réalité, c'est ça, c'est que vous avez des pays qui sont complètement différents, et encore une fois, j'insiste, les traités, pour les changer, il n'y a pas que les directives, les traités, c'est la base de ce qu'est l'Union européenne. J'en ai parlé pour la question écologique. C'est pas seulement d'avoir 1 ou 2 autres pays qui sont d'accord avec vous. Il faut que les 28
soient d'accord. Il suffit qu'il y ait un pays, le Luxembourg ou la Bulgarie ou la Roumanie, qui ne soient pas d'accord, vous ne changerez pas les traités européens. Et donc c'est ça la grande différence. La France, il y a un peuple européen, il y a un consensus là-dessus. C'est pas aux Français qu'il faut dire que vous voulez telle ou telle chose, il faut aller dire aux 27 autres pays. Et donc c'est pour ça que la démocratie, de toute façon la démocratie ne se conçoit qu'au niveau national, au niveau où il y a un peuple, consiste à en revenir justement au niveau national. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va se fermer des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de la coopération internationale. Parler des échanges universitaires, je vous rappelle que les échanges universitaires, un scoop, existaient avant la création de l'Union européenne. Et les échanges universitaires ne se limitent pas au périmètre de l'Union européenne. Et Erasmus, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une bourse, ça a d'ailleurs été dit, ça ne se limite pas au périmètre de l'Union européenne, puisqu'il y a la Suisse, l'Islande, la Norvège, etc. Et d'ailleurs, à l'UPR, ce qu'on veut faire, c'est justement les fonds européens dont monsieur parlait. Vous savez que c'est de l'argent français. Chaque année, bon an, mal an, depuis 2011, la France donne 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne Le temps de parole. Donc on pourra continuer à faire ça. Et nous, on veut financer des échanges au niveau mondial. On veut entre autres favoriser les échanges universitaires dans les pays de la francophonie. Quand monsieur parlait du Vietnam, on est en plein dedans. Merci à vous de débattre avec nous. Merci à David d'avoir modéré ce débat et merci à tous d'être venus. Là, on a quitté la salle, donc si vous avez des questions, vous pouvez peut-être poser à l'extérieur. Et voilà. Merci.